Chers amis du basket, bonsoir et bienvenue sur IDF Live, la nouvelle production de la Ligue Île-de-France. Cette émission s'adresse tout particulièrement aux dirigeants qui ont souvent peu de temps pour se former, voire s'informer. L'objectif est simple, prendre un sujet, une problématique, la disséquer, la décortiquer, mais surtout la rendre accessible à tous. I comme informer, D comme dialoguer, F comme se former, live comme échanger, avec vous en direct. Alors n'hésitez pas, chers amis téléspectateurs, de suivre et de chatter vos questions. Aujourd'hui, un thème qui se résume en 6 lettres. Gig-Mig. Alors, pour nous parler de ce qui se cache derrière ce nouveau concept de la Fédération française, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste de ce sujet, Johan Poulain. Tout d'abord, quelle est l'origine de ce dispositif? Alors, le dispositif Gig-Mig est un nouveau dispositif, mais la communication sur ce dispositif remonte un petit peu maintenant. La première communication faite sur ce dispositif a été faite en septembre et octobre 2016 dans chaque ligue régionale pour les clubs. Le président fédéral a ensuite adressé un courrier en mai 2017 à l'ensemble des clubs pour faire un point avec eux sur ce dispositif. Nous avons de nouveau réuni les clubs championnats de France et pré-national dans toutes les ligues au moment des AG des ligues en janvier et février dernier. Et récemment, les clubs championnats de France pré-national ont reçu un courrier du président fédéral actant l'officialisation de cette mise en place pour la saison prochaine. Ce dispositif est né suite à des constats faits par la fédération. Quand je vous parle de constats, c'est la crise du bénévolat, les difficultés de plus en plus à trouver des subventions publiques, des partenaires privés. Et donc ce dispositif qui a été mis en place, quel est vraiment l'objectif de ce dispositif? Alors ce dispositif est un projet fédéral stratégique à deux niveaux. Le premier, c'est l'assainissement de toutes les divisions championnat de France et pré-national par la promotion du genre d'intérêt général. Quand je parle d'assainissement, c'est de sécurisation des liens contractuels entre les clubs et les joueurs, c'est diminution des risques sociaux pour les clubs, et c'est aussi problème les conflits, oui, les éventuels conflits avec les joueurs et les clubs. Donc on essaie d'assainir tout ça. Le deuxième niveau, peut-être pour rassurer aussi les joueurs. Oui, pour les liens contractuels, effectivement. Les situations précaires des joueurs, effectivement, c'est des choses qu'on étudie. Et le deuxième niveau stratégique, c'est l'intégration totale de ce dispositif dans le club 3.0 et dans le FFPB 2024. Donc voilà, qui ne sera pas le sujet ce soir, non, mais ça fait partie intégrante de ce dispositif. Tout à fait. Johan, bon, on a compris l'objectif du dispositif. Maintenant, GIG, joueur d'intérêt général, MIG, mission d'intérêt général. Mais qu'est-ce qu'un GIG? Alors un GIG, c'est un joueur ou une joueuse dit d'intérêt général, évoluant dans toutes les divisions championnat de France ou pré-national, qui est autorisé par la Fédération française de basket à établir un contrat de travail avec son club, dit contrat GIG, et donc à ce titre percevoir une contrepartie financière ou un avantage en nature pour la pratique du basket, si en contrepartie ce joueur réalise un quota de mission d'intérêt général et réalise une formation. Donc pour résumer, un GIG, c'est donc quelqu'un qui établit un contrat de travail avec son club, ce qui permet de sécuriser les relations contractuelles et les éventuels conflits qu'on peut avoir entre les clubs et les joueurs. C'est la réalisation d'un quota de mission d'intérêt général, qui est fixé pour cette première année à 30 heures par an. Ces missions sont des missions en rapport direct avec le basket, que le club met en place et sur lequel le GIG va être intervenant. Le quota minimum de 30 heures est évidemment un minimum. L'idée ici, c'est que les clubs se servent de ces missions pour avoir une véritable valeur ajoutée. La dernière variante de ce contrat de GIG, c'est donc la formation. La formation, le dispositif GIG-MIG, vise aussi à penser à l'après-carrière des joueurs. Des situations précaires qu'on retrouve trop souvent au niveau des joueurs, et on essaie d'inscrire le joueur dans une démarche formative et qui à terme peut lui faire penser à son après-carrière. Donc pour résumer, un joueur d'intérêt général est un joueur amateur pouvant être rémunéré pour jouer au basket.
ou un joueur professionnel qui devient professionnel dans des divisions amateurs. Exactement. Historiquement, les divisions championnat de France et pré-national, les règlements fédéraux de la fédération prévoyaient l'interdiction de rémunération et des contreparties financières pour tous les joueurs. Ce dispositif va venir un petit peu ouvrir cette réglementation, puisqu'à compter de la saison prochaine, uniquement pour ces joueurs d'intérêt général et ces joueuses d'intérêt général, les contreparties financières et les avantages en nature seront autorisés pour la pratique du basket. Donc effectivement, c'est plus une dérogation de joueurs qui seront dits professionnels, puisqu'ils seront rémunérés pour la pratique du basket, dans un milieu qui restera évidemment amateur. Donc, signature de contrat, Oui. Signature de contrat à temps plein, signature de contrat à mi-temps, ou peut-il y avoir des variables? Alors le contrat GIG est un dérivé du CDD spécifique du sportif, qu'on peut trouver dans des divisions supérieures à celles que l'on vise ce soir, en NM1 ou en Ligue féminine par exemple, avec les ajustements qu'on a vus préalablement, c'est-à-dire les missions et la formation. Ce CDD spécifique du sportif est défini par la Convention nationale du sport, doit être réalisé pour un mi-temps minimum, qui peut être évidemment à temps plein. Donc c'est soit mi-temps, soit temps plein. Entre mi-temps et temps plein. Entre mi-temps et temps plein. Voilà. Il ne peut pas être inférieur au mi-temps. D'accord. Ça, c'est un point important. On peut trouver ces contrats d'intérêt général sur notre plateforme de la Ligue Île-de-France, voire sur le site de la fédération, je crois. Oui, le courrier adressé le 15 juin dernier prévoyait, les contrats, le modèle de contrat réalisé par notre service juridique était envoyé avec le courrier de monsieur Suita. Très bien. Donc, Johan, un GIG, c'est quelqu'un qui va avoir un contrat, Oui. mais pour avoir la possibilité d'avoir ce contrat, il doit suivre une formation. Cette formation, et c'est là la nouveauté, va être identique dans toutes les ligues. Oui. C'est l'Institut régional de formation des nouvelles ligues qui va être en charge de cela, avec un référent, mais accompagné par la commission fédérale des clubs des championnats de France. Oui. C'est ça? Avec un ou deux référents par ligue de cette commission qui vont être des relais, qui vont être des moteurs, qui vont être des accompagnateurs pour les clubs, pour leur dire voilà, quels ont les intérêts ou pas d'avoir des GIG. Et donc, chaque ligue a ses référents. Et donc, chaque club peut aller voir soit le référent de la formation IRFBB, l'Institut régional, soit aller voir ces deux référents. C'est tout à fait ça. Exactement. Alors, un lien d'inscription unique aussi. C'est pas chaque ligue qui va avoir son lien d'inscription, c'est un lien d'inscription unique sur le site de la fédération, www.ffbb2.com/formation au pluriel. On peut dire aussi une formation avec un lien unique, une formation unique, dont on va reparler, mais avec un coût unique sur l'ensemble du territoire. Oui. C'est-à-dire 400 € tout compris, hébergement, restauration, pour 1 GIG. Oui. Voilà, mais que vous soyez dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, que vous soyez en Bretagne, que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine ou en Ile-de-France, ça sera 400 €. 400 €. On est d'accord là-dessus. Mais jusqu'au 10 août, puisque après le 10 août, ça tombe, c'est 400 € mais sans la restauration ni l'hébergement. Alors la restauration sera toujours comprise. D'accord. Ça sera juste l'hébergement qui ne sera plus prévu par l'Institut régional. Voilà, donc c'est l'hébergement est toujours compris, la restauration est toujours compris et pas la restauration. Et bien entendu, ces 400 € restent à la charge des clubs. Oui. Et c'est 400 € par GIG. Oui. Un club qui inscrit 3 GIG, ça sera 1200 €. Exactement. Bien, alors, à qui s'adresse cette formation? Vous l'aurez compris, à tous les joueurs et joueuses qui ont signé un contrat GIG. Mais aussi pour les non-licenciés, je crois, qui veulent suivre cette formation pour bénéficier d'un contrat GIG lors de l'année 2018-2019. C'est ça. Parce que se passe-t-il pour un joueur qui n'aura pas signé ce contrat GIG à la date du 30 août? Le comité directeur de la fédération a acté que cette formation prévue fin août, donc du 27 au 30 je le rappelle, était obligatoire pour tous les GIG, tous les joueurs et joueuses d'intérêt général. Qu'on ait signé un contrat auparavant, cette formation est obligatoire, est une condition pour être GIG et reconnue comme GIG, et donc pouvoir être rémunéré et percevoir une contrepartie financière pour la pratique du basket. Il faut donc que cette formation soit suivie. Un joueur qui n'aurait pas suivi cette formation ne sera donc pas considéré comme GIG, et la commission de contre-gestion, lors du contrôle des clubs, verra si cette formation a été suivie ou non. D'accord. Revenons sur la formation. Une formation unique pendant 4 jours, du 27 au 30 août, sur l'ensemble des 13 ligues de France. Au programme, 4 grands thèmes. L'orientation fédérale avec le club 3.0, savoir de quoi on parle et pourquoi on est intégré.
Qu'est-ce qu'un GIG et ses missions? Et surtout deux grands axes, le 3 contre 3, qui va devenir discipline olympique, donc savoir comment organiser un tournoi de 3-3, qu'est-ce qu'un Open Start, qu'est-ce qu'un Open Plus, qu'est-ce que l'Open de France, les championnats dans les clubs, donc les GIG pourront intervenir sur ces missions-là. Et le dernier thème, c'est l'organisation d'un Génération Basket. On est bien partout en France. Alors effectivement, c'est pour ajouter une petite précision sur ces deux thématiques, l'idée était de permettre à chaque GIG de repartir avec vraiment deux valises compétences où il peut être autonome et des compétences qui sont très axées sur le club 3.0 évidemment. Bien, un point important, cette formation de 4 jours, les joueurs vont pouvoir s'entraîner le soir. C'est une formation qui sera de 9 h à 17 h avec obligation pour les organismes qui vont préparer ces formations de prévoir l'entraînement des joueurs le soir. L'entraînement des joueurs le soir et des joueuses le soir et des joueuses, oui. Était évidemment un souhait des clubs et est prévu dans le cahier des charges de tous les instituts régionaux de formation d'avoir une salle à disposition à l'issue des journées de formation pour que les joueuses et les joueurs puissent s'entraîner de façon autonome dans ces gymnases. Et on dit bien de façon autonome. Voilà. Alors, on suit les 4 jours de formation, c'est validé par la présence sur ces 4 jours, oui, par une participation active de ces personnes, de ces joueurs d'intérêt général et ces joueuses d'intérêt général, mais bien entendu avec une mise en pratique régulée pour ne pas jouer sur l'intégrité physique des joueurs. L'objectif ici, c'était de protéger les joueurs, de les mettre le moins possible en situation dangereuse. Très bien. Voilà la formation. Maintenant, quels ont été les principes validés par le comité directeur de la fédération? Le comité directeur du 1er et 2 juin dernier a validé 3 grands principes qui étaient dans le courrier du président fédéral du 15 juin dernier. Ces 3 grands principes, c'est le premier, le maintien de l'interdiction de percevoir une contrepartie financière ou un avantage en nature pour la pratique du basket dans toutes ces divisions, à l'exception du GIG. Alors je répète un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le GIG est une dérogation à cette règle. Le maintien de l'interdiction de la rémunération continue à primer. Le deuxième principe validé par le comité directeur, c'est l'obligation pour tous les clubs, je dis bien tous les clubs championnats de France national, avec des contrats GIG ou pas, de transmettre à la commission de contrôle de gestion un certain nombre d'informations comptables et financières. Cette année, une 60aine de clubs étaient concernés. L'année prochaine, l'ensemble des clubs devront nous fournir, via une plateforme informatique, des éléments comptables et financiers que vous retrouvez également dans le courrier du président fédéral adressé au 15 juin dernier. Alors ça c'est important, Johan, ces documents doivent être déposés avant le 15 octobre. L'échéance est le 15 octobre. Voilà, et de tous les clubs, que vous ayez GIG ou pas GIG. Effectivement, tous les clubs seront concernés par cette échéance au 15 octobre. Échéance unique pour les divisions championnat de France pré-national. Quand on s'adresse à des clubs de plus haut niveau, ils ont plusieurs échéances. Là, le contrôle sera limité à une seule échéance pour limiter effectivement la charge de travail pour les clubs, mais effectivement, on devait avoir un œil sur les éléments comptables et financiers de tous ces clubs pour pouvoir réguler et vérifier et contrôler ces clubs. Alors, j'avance un petit peu vite, mais on reviendra sur les principes validés. Un club qui ne fournit pas, au 15 octobre, ses documents financiers. Alors, une panoplie de sanctions est prévue pour les non-productions de documents comptables et financiers à la commission de contrôle-gestion. La production est une obligation réglementaire à la commission de contrôle-gestion qui sera évidemment vérifiée et qui fera d'abord l'objet de pénalités automatiques financières, puis l'objet d'ouverture de procédures disciplinaires. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres principes validés par ce comité directeur? On en a parlé tout à l'heure, c'était l'obligation pour tous les GIG d'assister et de suivre cette formation et surtout de la valider. Ce sont des choses qui vont être vérifiées lorsque les clubs vont nous déclarer le joueur sous contrat. Il ne pourra l'être que si la formation a été suivie et validée. Bien. Alors, on parlait de contrôle, de sanctions. Qui dit nouveau concept va dire beaucoup plus de contrôle. Tout à fait. Je crois qu'il y a eu une 60aine de contrôles cette année, cette saison, qui n'ont pas abouti à de sanctions. C'était un vœu de la fédération pour prévenir. C'était de la prévention, tout à fait. C'était de la prévention. Mais dès la saison prochaine, il faut prévenir les clubs de ces divisions, donc de pré-national à national 2 masculine, qui est une division un petit peu particulière dont on pourra parler, mais de pré-national féminine à la nationale 1 féminine. Tout à fait.
On n'a pas parlé tout à l'heure sur la formation, et je m'en excuse, c'est que cette formation ne se fera qu'en français. Oui. Hein, c'était une volonté aussi de la fédération De de pouvoir dialoguer en français, puisque ces joueurs et joueuses vont devoir intervenir en français. Oui. Le principe même du dispositif, c'est que le joueur et la joueuse d'intérêt général interviennent dans le cadre des missions d'intérêt général sur le territoire français donc, et on peut difficilement imaginer qu'on puisse le faire voilà, dans une langue autre que le français. Donc, on parlait de contrôle, on parlait de sanctions. Que peux-tu nous en dire? Voilà. Effectivement, le développement de la commission de contrôle de gestion et l'étendue de ces contrôles à toutes les divisions championnat de France nationale implique le contrôle de tous ces clubs. La fédération et la commission de contrôle de gestion étudiera l'ensemble des documents fournis par les clubs et sera particulièrement attentive sur les rémunérations des joueurs, sur les joueurs qui sont déclarés GIG, ceux qui ne le sont pas, et la mise en place de ce dispositif passe désormais par le côté contrôle et sanction des clubs qui jusqu'à présent n'étaient pas là. Le contrôle s'est développé au fur et à mesure des années, mais la sanction jusqu'à aujourd'hui n'était pas prévue pour toutes ces divisions, sauf qu'avec extrême de difficultés financières. Mais à compter de la saison prochaine, ces contrôles seront plus poussés. L'équipe des contrôles va aussi se renforcer au niveau de la fédération pour pouvoir suivre les clubs plus précisément, comme aujourd'hui on le fait communément en LM1 ou en Ligue féminine. Voilà, ces contrôles ont pour but d'assainir toutes ces divisions et ça a fait ses preuves dans les clubs de haut niveau, donc on espère que ça fasse le même résultat dans toutes les divisions CFPN. Espérons-le. Espérons-le. Alors, on parlait de la Nationale 2 qui est une division masculine un petit peu particulière parce que la Nationale 2 masculine a déjà le droit, je crois, à des contrats professionnels. Oui. La différence entre un contrat professionnel et un contrat GIG va être que le contrat professionnel ne sera là que pour jouer au basket. Oui. Voilà. Alors qu'un contrat GIG devra effectuer 30 heures de mission auprès du club. Au minimum. Au minimum. C'est-à-dire que faire venir un joueur de basket, oui, c'est son activité principale. Mais le contrat GIG va prévoir l'obligation pour le joueur de réaliser des missions pour le club, qui peut être une véritable valeur ajoutée pour le club, qui peut lui permettre de développer ses activités, qui peut lui permettre de trouver des nouveaux partenariats, pourquoi pas des nouveaux licenciés, donc voilà, qui peut être une véritable source de revenus pour les clubs. C'est l'intérêt du contrat GIG qui est important dans toutes ces divisions CFPN, qui, on l'imagine, un joueur ne peut pas venir en National 3 par exemple, venir jouer à temps plein au basket. C'est une main-d'œuvre disponible pour les clubs et le dispositif GIGMIG avait l'intention de permettre aux clubs d'utiliser cette main-d'œuvre qu'ils avaient disponible. Alors, il faut bien préciser aux clubs qui nous regardent ou qui auront accès à ce reportage que les sanctions peuvent aller de la simple pénalité financière jusqu'à la rétrogradation de la division. Là, on a un panel très large. Alors, les sanctions sont divisées en deux catégories. Il y aura les sanctions automatiques, comme je disais tout à l'heure, en cas de non-production de documents financiers ou comptables à la commission de contre-gestion, des documents relatifs aux missions d'intérêt général qui devront être justifiés auprès de la fédération. Un échéancier de sanctions est prévu pour ces cas-là, qui peut terminer sur une ouverture de procédure disciplinaire si ça dure, etc. Mais pour tout ce qui est infraction au règlement, sur les rémunérations, sur toutes ces choses-là, la commission de contre-gestion et la commission fédérale des championnats de France, des clubs championnats de France et national, sera compétente pour saisir la commission de discipline. Donc là, on rentre dans l'organisme disciplinaire qui sera seul juge de l'appréciation du club et qui effectivement aura un panel de sanctions qui n'est aujourd'hui pas clairement arrêté, mais qui peut aller de la sanction sportive ou de la sanction financière. Charge à la commission de discipline d'évaluer chaque cas de figure. Donc, un club qui se dit aujourd'hui, j'indemnise mes joueurs d'une manière ou d'une autre, par la buvette, par le fait de faire signer un joueur ou une joueuse comme secrétaire administratif du club, des choses comme ça, pour dérouter un petit peu les contrôles, qui se dit, on va passer à côté, à travers les gouttes, joue quand même assez gros. Ouais, alors il faut que les clubs qui nous regardent comprennent que la commission de contre-gestion n'est pas là pour sanctionner les clubs, elle est là pour aider les clubs et accompagner les clubs. On se rend compte trop souvent que des clubs disparaissent suite à des conflits sociaux, prud'homaux, avec des contrôles URSAF.
Et la fédération est là pour prévenir ces risques, éviter que les clubs disparaissent les uns après les autres. Mais la fédération est quand même obligée de contrôler ce qui se passe à l'intérieur des clubs. Pour faire simple, la saison prochaine, tous les joueurs et les joueuses des divisions championnat de France nationale seront soit des joueurs amateurs, mais dans le cas où le club nous déclare le joueur comme amateur, il faudra qu'il puisse le justifier. On parle des systèmes de franchise URSAF par exemple. Il faudra que le club nous justifie le fait qu'effectivement ce joueur ne touche des franchises que quand il joue, que s'il est blessé, il ne perçoit rien. Et toutes ces informations sont demandées à l'ensemble des clubs. La deuxième. Donc ça, c'est la sécurité des joueurs dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un joueur qui touche une certaine somme pour jouer au basket, quand il est blessé, ne touche plus cette somme-là. S'il est amateur, non. S'il est amateur, logiquement, non. Puisque l'indemnité ou le défraiement prévu pour les joueurs amateurs, prévu par l'URSSAF, donc c'est la franchise URSSAF, donc la fameuse prime à la manifestation de 127 € par manifestation sportive, qui, je le rappelle, est limitée à 5 par mois. Mais il faut que ces manifestations donnent lieu à compétition officielle, et donc il faut pouvoir les justifier à tout moment. Si un club est blessé, si un joueur est blessé, il ne peut logiquement pas participer à des compétitions officielles, et donc ne peut pas percevoir ces franchises URSSAF. Tout comme les indemnités kilométriques qui sont totalement autorisées, on peut défrayer quelqu'un de ces indemnités si elles sont réelles et justifiées. Là encore une fois, on demandera des justifications à tous les clubs qui devront nous les fournir. Dans le cas contraire, on estimera qu'en fait il y a rémunération et que c'est normalement un contrat qui aurait dû s'appliquer. Par exemple, prenons un exemple utopique bien entendu, un club qui mettrait 10 voitures pour partir à un déplacement à 200 km et qui ferait payer, rembourser des frais kilométriques, par exemple. Par exemple, chaque joueur en déplacement aura des indemnités kilométriques et dans le même temps on constate qu'il y a une location de minibus pour cette journée, donc compliqué de justifier ce genre de pratique. Alors, on a parlé de contrat professionnel dans les divisions amateurs. Oui. Qui dit contrat professionnel dit l'arrivée des agents. Jusqu'à présent, étant donné que les contrats et les rémunérations et les contreparties financières étaient interdites dans toutes ces divisions, l'intervention des agents ne pouvait pas se faire, puisque l'agent peut intervenir dans le cadre de la rédaction d'un contrat de travail, de joueur. Je précise, un agent ne peut pas intervenir pour placer une secrétaire comptable ou un kiné. À compter de la saison prochaine, à partir du moment où la fédération ouvre ses règlements et autorise, par dérogation certes, mais autorise les rémunérations et la contrepartie financière pour des joueurs qui viennent jouer au basket, ouvrira de fait l'intervention des agents dans ces divisions. Seulement pour les joueurs et joueuses d'intérêt général, évidemment. Alors, il faut rappeler aussi que pour être agent, il y a un statut d'agent, oui, un examen fédéral d'agent qui est reconnu, et que la liste de ces agents officiels, on peut la trouver sur le site de la fédération. Et je pense que c'est intéressant pour ne pas se faire berner, entre guillemets, à la fin. L'obligation pèse sur le club et sur l'agent. Un agent ne peut exercer que s'il est agréé par sa fédération. Et donc, effectivement, on a toute la liste des agents qui est présente sur le site de la fédération. Très bien. J'espère, chers amis qui nous ont suivis ou qui regarderont cette émission en différé, que nous avons pu répondre à vos questions le mieux possible. Alors, rappelez-vous, un gig, c'est un joueur sous contrat professionnel dans des divisions amateurs, pouvant être rémunéré, mais qui doit 30 heures minimum de mission d'intérêt général. Alors, si on prend 30 heures, un génération basket semaine, ça fait les 30 heures. Exactement. Là, les clubs, le minimum, je vais me répéter un petit peu, mais de 30 heures n'était pas pour freiner les clubs dans cette démarche. Pour nous, les missions d'intérêt général sont vraiment la valeur ajoutée pour les clubs et utiliser cette main-d'œuvre qui est disponible pour développer vos activités. Rappelons aussi que la commission de contrôle de gestion et la commission fédérale des clubs championnats de France ne vont pas être là nécessairement pour sanctionner, mais pour réguler l'ensemble de ces flux, que ce soit des joueurs ou financiers, et je pense que c'est une bonne chose de ce nouveau concept, et surtout pour éviter la démolition de tout un club à cause d'une équipe senior où quelqu'un aurait eu les yeux plus grands que le monde. Malheureusement, on voit ça trop souvent, des pratiques au sein des équipes seniors premières qui entraînent souvent des gros redressements et qui entraînent la chute du club, pas seulement pour l'équipe senior, mais pour des centaines de licenciés qui se retrouvent sans club.
et qui nuit évidemment au basket sur les régions. Alors bien entendu, première année, premier essai, tout ne sera pas parfait, mais ce nouveau concept a le mérite d'exister et d'apporter une certaine fluidité maintenant dans les divisions amateurs. Dans les divisions amateurs, et permettent aussi d'assurer une certaine équité sportive entre les clubs, parce qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut pas rémunérer sans contrat de travail un joueur s'il n'est pas juste amateur. Donc voilà, ce dispositif est aussi là pour réguler et assainir toutes ces divisions. Eh bien Johan, je crois que tu as été clair. Merci beaucoup de ton intervention. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième émission au mois de septembre de IDF Live. Merci à tous. Au revoir. Merci.